Bienvenue dans la savane, l'Afrique. Voici le téléphone libre. Alors, après son grand retour au sein de la grande famille panafricaine, le Maroc veut à présent intégrer la CEDEAO, la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest. Le royaume chérifien donc est plus que jamais déterminé à retrouver une place au sein de la grande famille africaine et à consolider son retour sur le continent. Alors comment comprendre cette volonté, n'est-ce pas, du Maroc d'adhérer à cet ensemble régional qu'est la CEDEAO? Quelle lecture, quelle analyse faites-vous de cette question du Maroc qui veut intégrer la CEDEAO un mois après son retour dans l'Union africaine? Comment comprendre ce nouveau rapport Afrique du Nord, Afrique de l'Ouest que cherche le Maroc? On en parle donc, mesdames, messieurs, tout de suite dans le téléphone libre, dont le standard est désormais ouvert. Vous nous appelez pour offensive diplomatique qui accompagne son retour au sein de l'Union africaine. Le Maroc veut désormais intégrer la CEDEAO. Comment l'expliquez-vous? Y a-t-il des motivations géopolitiques, n'est-ce pas, à ce redéploiement du Maroc vers l'Afrique noire? Bonjour à vous, heureux de vous retrouver en ce petit matin sur Ligne Rouge, la grande émission matinale d'Afrique Média. Un grand bonjour surtout aux téléspectateurs qui nous ont déjà rejoints. La demande d'adhésion du Maroc à la CEDEAO, elle peut sembler étonnante, elle a appelé beaucoup de questions sur les réseaux sociaux parmi les Africains qui se sont dit la CEDEAO c'est l'Afrique de l'Ouest, qu'est-ce que le Maroc, pays d'Afrique du Nord, vient faire là? Mais tout cela est dans une logique géopolitique et géoéconomique. On va tout d'abord étudier rapidement les données géopolitiques. Le Maroc a joué pendant longtemps la carte de l'Union européenne, de ce qui était la CE, la Communauté économique européenne. Le Maroc a fait une demande d'adhésion au début des années 80, au même moment que la Turquie, et c'était une époque où l'immigration se passait convenablement et où l'intégration pouvait être attendue. Il y a de très grandes communautés marocaines en Belgique et aux Pays-Bas. Et donc, le Maroc ne voulait pas d'un destin africain. Il y avait la rupture et les tensions sur la question du Sahara espagnol avec l'OUA. Et donc, il y a eu un grand désir, un grand espoir d'Europe, qui a été aussi celui de la Tunisie. C'était la Tunisie de Bourguiba et de Ben Ali. Et il y a eu le même désir dans ce qui était encore la Turquie kémaliste, où les islamo-conservateurs d'Erdogan de l'AKP n'avaient pas encore percé. L'Union européenne elle-même a enterré ses espoirs pour des raisons qui tiennent à la nature même. L'Union européenne au départ, qu'est-ce que c'est? C'est un club chrétien, fait autour d'un noyau qui est un noyau catholique avec des pays d'origine catholique comme la Belgique, comme la France, comme l'Allemagne rhénane, d'où venaient les pères allemands de la CE. Et donc, à partir de ce moment-là, il y avait déjà d'énormes suspicions vis-à-vis des orthodoxes. Il y en avait encore plus vis-à-vis d'autres communautés. Et on a enterré essentiellement, mais la direction de ce qu'est devenu l'Union européenne ne l'avouera jamais, on a reporté ces trois demandes d'adhésion, dont celle du Maroc, pour des raisons qui tiennent
à la base musulmane du Maroc et à la base ethnique nord-africaine. L'espoir déçu, le Maroc a dû trouver des solutions. On a vu de plus en plus l'Union européenne s'éloigner de l'Afrique du Nord. Il y a eu le processus de Barcelone qui n'avait qu'un seul but sous prétexte de partenariat, c'est d'établir en Méditerranée la frontière extérieure de ce qui était devenu la forteresse Europe. Il y a eu tous ces problèmes que vous connaissez d'immigration, les crises de Libye et de Syrie qui ont amplifié tout ça. On sait au Maroc qu'il n'y a plus de destin européen, qu'il n'y a plus d'espoir de ce côté-là. Il y a également dans les pays où les communautés marocaines sont établies, où elles auraient dû servir de pont entre le Maroc et l'Union européenne, il y a de puissants mouvements xénophobes. Il y a en particulier aux Pays-Bas le grand mouvement d'extrême droite de Geert Wilders qui est entièrement basé sur la xénophobie anti-marocaine. À partir de ce moment-là, il a fallu que le Maroc retrouve un destin africain. Deuxième problème géopolitique, c'est la question du Sahara espagnol qui, une fois indépendant, lâché par les Espagnols, a été réclamé par le Maroc. C'est une question qui est passionnelle au Maroc. Il y a comme ça des enjeux géopolitiques mineurs qui deviennent majeurs dans certains pays. Elle a conduit le Maroc à se couper de l'Afrique, à se couper de ses voisins. Il y a en grande partie à cause de ce Sahara, de cette question sahraoui, un véritable contentieux géopolitique entre le Maroc et l'Algérie qui sont devenus un peu ce qu'était la France et l'Allemagne jusqu'en 1945, des espèces d'ennemis héréditaires. Le Maroc a quitté l'OUA, il a dû revenir. Il a tout d'abord préparé diplomatiquement le terrain en ne se tournant à la fois vers les Européens et vers les Américains. Le Maroc est aujourd'hui l'un des meilleurs disciples, élèves de la classe africaine. Il sert de porte d'entrée aux militaires, aux armées américaines. Il a un système politique stable parce qu'on ne lui a pas appliqué le printemps arabe. Le printemps arabe, il a donné lieu au Maroc à une réforme cosmétique. On a laissé rentrer les frères musulmans au Parlement. On les a associés au gouvernement où ils se sont épuisés. Le Maroc, après quelques mauvais coups, mais il y a longtemps, n'est pas visé actuellement par le djihadisme. Il n'est pas dans la sphère où le terrorisme est intéressant pour les Occidentaux qui l'espèrent. Il a fallu à ce moment-là se tourner vers des solutions extérieures. Bruxelles, ça n'a pas marché. Il y avait un grand contentieux avec des firmes commerciales devant la Cour européenne de justice de Luxembourg. Elle a donné tort dans un de ses attendus au Maroc, interdisant aux firmes marocaines d'utiliser leur extension sur le territoire du Sahara espagnol pour faire des affaires avec la communauté européenne. Dès lors, il restait l'option africaine. C'est la grande campagne diplomatique en 3 étapes. Premièrement, la demande et la réentrée dans l'Union africaine. Deuxièmement, la grande tournée du roi du Maroc. On a appelé ça la diplomatie du chéquier parce que le Maroc, ayant une économie prospère, il achète la reconnaissance diplomatique. Et troisièmement, il y a maintenant cette demande de rejoindre la CEDEAO. On va dire une dernière chose sur la question sahraoui. Elle n'a pas été résolue par l'entrée de l'Union africaine. Certains, au sein de l'Union africaine, en particulier les panafricanistes, ont été un peu naïfs. Eux considéraient que si le Maroc avait quitté l'OUA parce qu'il ne reconnaissait pas la République démocratique sahraoui, s'il rentrait dans l'UA, c'était une reconnaissance de facto. Ce n'est pas du tout le cas. Les intentions du Maroc, c'est au contraire d'utiliser sa nouvelle position dans l'Union africaine pour en éjecter la République sahraoui. Ça promet des contentieux diplomatiques et politiques sans fin. Ajoutons que les experts militaires parlent de risques de guerre de plus en plus présents, surtout si le Maroc veut utiliser la fenêtre d'opportunité que va être en Algérie, le grand protecteur de la République sahraoui, la succession de Bouteflika.
On en est donc, partant d'une position géopolitique, arrivé avec la demande d'entrée de la CEDEAO, dans une position qui est géoéconomique. D'accord, merci à vous, Luc Michel, pour toutes ces précisions. Toujours avec vous, on va mettre l'accent tout à l'heure sur l'aspect économique parce qu'on se demande du Maroc, n'est-ce pas? Et donc, venons-en à présent à l'économie proprement dite. Qu'est-ce qui motive, selon vous, le Maroc à se tourner vers l'Afrique pour son expansion économique? Venons-en à l'économie. Je parle ici de géoéconomie parce que derrière l'économie marocaine, derrière sa projection en Afrique, il y a un arrière-fond géopolitique et parce que cela correspond à une stratégie. Le Maroc, comme je vous l'ai expliqué, c'est un régime stable parce qu'il a accepté le choix des États-Unis en Afrique. C'est à partir de ce moment-là une économie qui tourne bien puisqu'il n'y a pas de problème politique. Le Maroc a de grands capitaux, ils sont symbolisés par la puissance hégémonique de la banque Wafa à Tijarawa. Wafa, la banque marocaine qu'on rencontre dans beaucoup de pays africains, en particulier en Afrique de l'Ouest, dans l'ex-précaré français. Wafa a essayé de se développer en Union européenne, c'est une grande banque en Belgique ou aux Pays-Bas, mais elle tourne pour la communauté marocaine. Il y a, comme je vous l'expliquais, des tensions xénophobes contre ces communautés marocaines à Bruxelles, à La Haye, et on ne voit pas des citoyens néerlandais ou belges aller ouvrir pour la plupart un compte dans une banque marocaine. La banque Wafa, elle fait des affaires entre Bruxelles, les Pays-Bas, l'Union européenne et le Maroc, mais ça se limite à ça. Ce ne sont pas des marchés en expansion. Reste à nouveau le choix africain. Le premier développement, bien entendu, c'est de faire la grande banque d'affaires de la banque Wafa dans l'ex-précaré français, d'où la demande de la CEDEAO. Il faut souligner quelque chose, j'ai parlé de choix stratégiques. La politique qu'applique le Maroc, elle est décidée au sommet de l'État. L'État, c'est ce qu'on appelle le Matsen, c'est-à-dire le système politique avec à sa tête le roi du Maroc, qui se présente comme étant un des descendants du prophète. À partir de ce moment-là, la tête de l'État, c'est-à-dire la monarchie, a à la fois le contrôle de la politique, le contrôle de l'économie, et elle a mis en route un plan stratégique à très long terme. Dans l'arrivée des Marocains en Afrique, il y a également derrière eux les grands projets qui sont là ceux des Européens, par exemple le projet Borloo d'électrification de l'Afrique saharienne et subsaharienne. Le Maroc risque ici de servir de cheval de Troie en se présentant comme évidemment un partenaire africain à des multinationales européennes et américaines. Est-ce qu'il faut juger bien ou mal la CEDEAO? Moi je vais vous dire quelque chose. Je pense que tout ce qui rapproche les peuples par l'économie, par la circulation des gens, des biens, des capitaux, des affaires est une bonne chose. Je pense que des peuples qui font du commerce ensemble auront moins tendance à se faire la guerre. Il y a des risques de guerre entre une partie des pays africains qui soutiennent la République démocratique sahraoui et le Maroc. Tout ça, donc l'entrée, la demande d'entrée dans la CEDEAO, c'est une bonne chose. Reste à régler un certain nombre de problèmes. La première chose, il doit y avoir des conditions à cette entrée. Il faut une position claire et nette sur le franc CFA, qui est dominant dans la CEDEAO. Il faut une position claire et nette pour que la question sahraoui ne vienne pas, comme au sein de l'Union africaine, polluer, semer la zizanie au sein de la CEDEAO. On a déjà vu le rôle que jouaient certains États de la CEDEAO, je pense au Sénégal, dans l'affaire de la Gambie. Il ne faut pas que le Maroc importe ses problèmes géopolitiques, des problèmes géopolitiques similaires. La dernière chose qu'il faut évidemment établir dans tout ça, c'est la différence de niveau entre l'économie marocaine et les économies de la CEDEAO. Il faudra que les accords soient négociés d'une façon extrêmement calculée, extrêmement précise, parce qu'il ne faut pas que l'économie marocaine vienne avaler
les économies à peine en voie de développement des autres États de la CEDEAO. Voilà donc les données du problème géopolitique, géostratégique, humain aussi. Merci beaucoup à vous, Luc Michel, pour toutes ces précisions. Je rappelle que vous étiez en direct de Bruxelles avec nous. Et donc, à présent, mesdames, messieurs, nous allons accueillir notre invité.